Aujourd'hui, nous allons découvrir un grand trésor du musée du Louvre, à savoir la naïade. Donc je vais laisser la parole à notre conférencier. Merci. Alors cette naïade, je vous la laisse regarder 5 minutes, parce que ça mérite qu'on la regarde, parce qu'il faut dire que quand même, c'est un curieux objet. C'est un curieux objet qui pourrait provoquer des doutes. Et des doutes, il y en a eu beaucoup à propos de cet objet qui, pendant très longtemps, a été considéré comme au moins surdécoré. Il y a même personnes qui ont pensé que c'était un objet faux. Alors, c'est un objet qui est entré au Louvre en 1881 avec le legs de Madame Thiers. Les conservateurs du Louvre ne l'ont jamais considéré comme faux ni comme surdécoré, mais il y a eu des doutes, et moi, depuis l'exposition Vincennes, j'ai toujours entendu que cet objet était surdécoré, voire faux. C'est un objet qui a été fabriqué entre 1754 et 1757. Il ne faut pas imaginer qu'un objet comme ça va se faire tout seul. Il va falloir proposer des différentes terres cuites, il va falloir faire le choix, ensuite il va falloir découper la terre cuite, faire des moules, faire un modèle, refaire des moules après avoir découpé le modèle en plâtre, et c'est un projet qui s'est dû sur 4 ou 5 ans. En 1751, la manufacture qui était en main privée, à la suite d'une tentative de captation d'actions par rachat d'actions de façon extrêmement hostile, a été nationalisée. C'est-à-dire qu'à partir de juin 1751, le directeur de l'Académie des sciences arrive en pleine réunion où il y a tous les actionnaires, avec des actionnaires fondateurs extrêmement inquiets parce qu'ils n'ont plus la majorité et qu'ils se font extrêmement maltraiter par les nouveaux venus, comme d'habitude, qui avaient acheté les actions progressivement et en cachette. Et c'est Jean Hello qui va déclarer qu'à partir de maintenant, eh bien, ils ne sont plus propriétaires ou ils ne le seront plus. La société Charles Adam continue à exister jusqu'en 1753, mais de 1751 à 1753, les patrons, eh bien, c'est le roi et, moi, j'hésite pas à dire, l'entourage de la marquise de Pompadour. Cet objet, il est très inhabituel, mais tellement inhabituel que quand on le voit comme ça, on pense à un pastiche Napoléon III, d'un objet allemand peut-être fait à Dresde ou en Thuringe, voire même chez Ginori avec la marque N couronnée. Il a été émaillé et il a été destiné à être coloré. Alors comment on sait ça? C'est parce que l'orifice du palmier, à l'intérieur, s'est émaillé. Donc c'est un objet qu'on imagine mal monté en blanc comme ça, et encore moins en biscuit. Donc on va se lancer dans quelque chose qui va être extrêmement difficile à réaliser, parce que c'est un objet qui pèse entre 15 et 20 kilos. Les dimensions, c'est 52 de large, 35 de haut et 35 de large, 52 de long et 40 cm de haut. Alors là, on a bien prévu le coup parce que ça entre tout juste dans les gazettes du four à passage de décoration. Avec le retrait, ils ont calculé ça pile pour que ça entre dans les gazettes. La porcelaine tendre, cet objet, pour être polychrome comme ça, il est passé dans le four de décor. D'abord, on a fait un biscuit, ensuite on a émaillé, et puis il est passé dans le four de décor au moins 3 ou 4 fois. Et échauffé
un objet comme ça, alors non plus à 1100 mais à 800 degrés. Il faut faire ça extrêmement rapidement parce que l'émail est un émail alcalin qui devient mat quand on le recuit. Alors pour qu'il ne devienne pas mat, et ça a été le problème de la manufacture de Vincennes depuis le début, jusqu'à ce que Claudin Bergerin, en 1748, invente ce four à passage absolument génial qui permettait de cuire les pièces en 1 heure et demie. Alors les assiettes, on les cuisait en 1 heure et demie. Ça, si on le cuit en 1 heure ou en 1 heure et demie, ça éclate à tous les coups. Et donc, il n'est absolument pas question de cuire ça vite. Même si cet objet était en porcelaine dure. Pour le cuire en décor, il aurait fallu monter à 800 degrés en au moins 10 heures et refroidir en au moins 10 heures pour que l'objet n'éclate pas ou n'implose pas. Dans ces conditions-là, et cuisez-le 5 fois, l'émail de la porcelaine de Vincennes est totalement dévitrifié. Ça veut dire qu'il devient nu mat. Et lorsque j'ai dû faire un service pour le président Giscard d'Estaing, qui voulait un service en porcelaine tendre à fond vert, j'ai appris ma douleur de qu'est-ce que c'était qu'un émail qui dévitrifie. D'abord, j'ai mis 1 an pour trouver comment faire cette couleur verte. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait eu à Vincennes un four qui cuisait rapidement. Moi, j'avais des fours très lents à Sèvres, c'était des fours électriques. Et qu'est-ce que j'ai pas eu comme épouvantable dévitrification. La moindre trace de doigt fait une empreinte digitale qui ressort en mat sur l'émail. Et puis quand on le recuit, ça devient encore plus mat. Et puis ça gagne et ça devient entièrement mat. Donc, on est en 1754, admettons, et l'équipe de Sèvres reçoit cette commande invraisemblable. Ça a dû être la consternation. Ça a dû être la consternation. Alors, qui est là? Alors, il y a Jean-Dominique de Courteil, c'est lui le patron au ministère, l'énarque en question. Lui, il est très poli, il est apparenté à Madame de Pompadour, il ne va surtout pas aller contre ce désir-là. Il y a Hendrik van Hulst, mais lui, il est mort en 1754. Il y a Jean Hello, qui est là depuis 5 ans. Seulement, lui, c'est un vieux. Il a 72 ans, il parle science, on ne l'écoute pas, c'est un vieux crétin, on ne va pas écouter un vieux scientifique qui va vous raconter des histoires que ce n'est pas possible à faire. Il va falloir passer en force. Macaire, lui, il est jeune, mais il vient d'arriver, ou il va arriver à la fin. Il y a Boileau. Ah, Boileau. Ce personnage, ce fonctionnaire, les doigts le long de la couture du pantalon, il ne va surtout pas s'opposer à ça. Lui, il a pu passer de la société privée à la société nationale et royale. Ouh là là, il s'est fait faire un beau bureau qu'il a acheté chez Lazare Duvaux dans la nouvelle manufacture. On ne va surtout pas s'opposer au désir de madame. Bachelier est là depuis 5 ans, il a 32 ans, il n'a probablement rien dit. Geneste est là depuis 4 ans. Lui, il sait très très bien que ça va dévitrifier. Et Geneste, on va en parler après, parce que c'est un personnage absolument sensationnel que je viens de découvrir. Mais il y a dans le Conseil, qui assiste au Conseil à partir de 1751, un personnage très intéressant, c'est Lazare Duvaux. Et Lazare Duvaux est très proche de Madame de Pompadour, et il n'y a aucun doute que c'est lui qui a dû dire « il faut faire ça, pourquoi vous ne le faites pas? En Allemagne, on le fait bien. Et puis on pourrait faire une belle monture, pourquoi vous n'y arrivez pas ?» Dodin est là, alors lui il a 22 ans, c'est lui qui va être chargé de décorer cet objet. Et donc voilà à peu près la situation. Un objet impossible à réaliser,
très difficile à faire en porcelaine dure, mais en porcelaine tendre, impensable. Et pourtant, cet objet, il est là. Alors voici la marque et la lettre date. Alors quand je vous parlais d'un émail alcalin, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la goutte sous la lance de cette tasse de Betty Woodman? C'est un émail plombo-alcalin. Les émaux au plomb sont jaunes. C'est très agréable à regarder, on voit ça sur la faïence. Ils sont très complaisants, on n'a jamais de problème avec eux. Les émaux alcalins sont absolument superbes, seulement ils coulent et ils dévitrifient. Et c'est sur un émail alcalin qu'on peut faire du bleu céleste, pas du rose, du bleu céleste, du vert, du beau bleu. Alors sur cette pièce de Betty Woodman, vous voyez le fond vert, vous voyez le fond bleu céleste, et vous voyez un fond rose un peu vers là. Et puis pour Betty Woodman, on a fait ce fond rouge là, qui est cette couleur rouge, qui est une couleur de fond absolument magnifique, on ne le voit pas très bien sur la photo, c'est le pourpre rubis de Kunkel. C'est-à-dire que ce sont des nanoparticules d'or extrêmement fines qui revivent au moment où on les recuise et qui prennent cette couleur extraordinaire. Alors, c'est toute cette palette de couleurs qui est arrivée en 1751, 1752, 1753 avec l'arrivée de Jean Hello et qui a permis à la manufacture de se différencier totalement de Meissen et de faire des objets qui n'avaient absolument rien à voir avec les manufactures qui travaillaient sur la porcelaine dure. Alors, voilà un objet qui au musée de Sèvres, qui est pour moi probablement le plus important de vos vitrines, Antoinette. C'est le plus riche en enseignements et sur ce que l'on a dit sur la pâte tendre au XIXe siècle. Que la pâte tendre, on ne pouvait pas la façonner parce que c'était maigre, que la pâte tendre, on ne pouvait pas faire ceci, que ça se déformait, etc. C'est un objet qui est ébauché en une seule pièce, il est tournasé juste en haut, et il est épais comme ça en bas, parce qu'on ne l'a pas tournasé, et il est mince en haut comme ça. À faire ça en porcelaine dure, on aurait des fentes partout, et pas question de le faire. Ce qui prouve bien que la porcelaine tendre était un matériau extrêmement commode, extrêmement pratique, et quand on voit toutes les fleurs qui étaient faites par Madame Gravant, on se dit, mon Dieu, que cette pâte était plastique et qu'elle était bienveillante. Malheureusement, l'objet, le voilà, il est dévitrifié. Alors c'est vraiment pas de chance parce que, comme dessus, il y a l'or du frère Hippolyte qu'on achète en octobre 1748, eh bien, le pauvre Fulvie a dû être vraiment très déçu quand il a vu ça, parce que, enfin, on trouvait après 7 ans de recherche pour faire de l'or sur la porcelaine tendre, on trouve enfin le procédé du frère Hippolyte, qui était une manière déjà connue de préparer l'or. On s'en servait pour les enluminures dans les livres, mais rien ne disait que cette manière de préparer l'or permettrait de résoudre le problème à Vincennes. Vu que l'or à Meissen, c'est de l'or qui est en très petites particules et qui est de l'or précipité et qui est très facile à peindre, mais qui était dévoré par l'émail pendant la cuisson. Alors donc cet objet est absolument magnifique, il est pas mal restauré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en 1948, on avait déjà le four à passage. Peut-être que c'est juste avant que le four à passage de Claudin Bergerin soit... Alors pourquoi est-ce qu'il est absolument impossible de refuser cet ordre qui vient d'en haut? Ben, c'est que le roi a déjà aidé la manufacture d'une façon absolument énorme. De 1740, d'abord, il y a une société qui s'est créée sous l'égide de Henri de Fulvie, dont le capital était de 90 000 livres. À force de faire des augmentations de capital les unes après les autres pour payer les ouvriers, pour payer les dépenses d'Henri de Fulvie, qui est un personnage
absolument étonnant, manipulateur, menteur, dépensier, mais génial, parce que sans lui, il n'y aurait jamais eu la manufacture. Il propose 24 000 livres à M. Gravant, 9 000 livres au frère Hippolyte, dont 3 000 au comptant, plus une prime annuelle de 600 livres, 3 000 livres à Pierre-Antoine Tonnet, qu'il paye 3 000 livres pour payer 1500 grammes d'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme colossale que Tonnet faisait payer à la manufacture, alors que dans le pourpre de Tonnet, il y a 1% d'or, pas plus. Donc, l'État étant quand même venu en aide à la manufacture, puisque entre 1747 et 1748, Henri de Fulvie, qui n'était pas très bien en cours, obtient quand même, depuis la disgrâce de son frère, obtient quand même 100 000 livres du roi. C'est genre pas mal. Et puis, quand on a voulu nationaliser en 1753, il a fallu rembourser les actionnaires, capital et intérêt, parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont demandé du 5%. Donc, ça fait déjà 600 000 livres. Et puis, eh bien, quand on a créé la société Éloi-Brichard en 1753, le roi a fait comme s'il n'était pas propriétaire, bien qu'il ait remboursé, et va remettre 200 000 livres dans la manufacture. C'est-à-dire qu'au moment où on prévoit de faire cette naïade, le roi a déjà dépensé 800 000 livres. Vous voyez, alors le capital de départ était 90 000 livres. Vous voyez, 10 fois plus. C'est mieux que les EPR. Et puis, on voit très bien, et les actionnaires voient très bien qu'il va falloir renationaliser. Et donc, le roi va devoir dépenser 1 400 000 livres aux nouveaux actionnaires, qui sont tous les amis de Madame de Pompadour, et les proches, y compris Jean-Dominique de Courtrai. Si bien qu'on voit très bien qu'il est hors de question de désobéir. Avec Lazare Duvaux qui dit « Mais enfin, pourquoi Meissen, on ne le fait pas? Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire avec tout l'argent qu'on vous a donné ?» Moi, je crois entendre tout ce que j'ai entendu toute ma vie. Et il n'était pas question de faire ces petites choses. Non. Non, il fallait faire des grands plats. Par exemple, comme celui du service de Louis XV, qui est actuellement chez le duc de Buccleuch. Alors, on peut tout faire avec la porcelaine tombe, sauf les grandes pièces et les pièces épaisses. Là, cet objet-là est un objet extraordinaire parce qu'il n'entre pas dans les gazettes de cuisson du décor. Il a fallu le cuire en biais, sur un support qu'on avait mis au point spécialement, qui devait être en métal et qui laisse d'ailleurs des traces à l'extérieur du pied. On voit ça beaucoup sur les pièces très lourdes. Il y a des pièces encore sur le marché, très belles, qui n'entrent pas dans les gazettes, par exemple. Alors, là, le bleu céleste n'est pas très beau. Là, on le voit mieux. Cette pièce a éclaté. Alors, je trouve que ce genre d'éclat, ça ne ressemble pas à une pièce qui est tombée ou qu'on a choquée. Hein. C'est une pièce qui a probablement été contrainte dans le four et qui a emmagasiné des contraintes et des tensions qui sont restées à l'intérieur. Et il m'est arrivé avec des assiettes de Arras d'avoir utilisé ces assiettes plusieurs fois, les avoir mis plusieurs fois dans la machine à laver, et puis de vouloir les utiliser pour mettre la table, et au moment où je touche comme ça, toc, l'assiette explose. Et c'est arrivé à très peu de monde, mais est-ce que c'est ce qui s'est passé là? Alors voilà les ordres qui viennent d'en haut. Et voilà le four. Alors je vais passer un peu de temps quand même, parce que entre le moment où j'ai déjà parlé de ce sujet et où j'ai eu à repréparer cette conférence, je crois que c'est un objet qui est extrêmement intéressant. Alors ce four, il fait 17 mètres de long.
il a un corps central et puis deux parties sur l'extérieur. Alors, on a ici les gazettes, dont j'ai donné la dimension. Elles sont montées sur une espèce de luge. Les pièces sont introduites là-dedans et tenues sur des supports métalliques. Vous avez tous vu qu'il y a des petits orifices de suspension sur les assiettes, aussi bien en porcelaine tendre qu'en porcelaine dure, et c'est pour accrocher les pièces pendant la cuisson. Alors, ici, on peut cuire des assiettes entre 1 heure et 1 heure et demie, Dijon et l'eau. Ici, on a ce qu'on appelle des ringards. Et ici, on a des registres qu'on peut monter ou descendre pour le four. Alors, à l'intérieur, ici, il y a 800 degrés. Ici, il y a 600. Ici, il doit y avoir 200. Et là, il doit y avoir 150. C'est au début de la cuisson et à la fin du refroidissement qu'on risque le plus les éclatements. Donc, il faut faire extrêmement attention. Notre naïade, eh bien, on a dû la mettre à la fin d'une cuisson la veille à 9 h du soir, là-dedans en attente. Et puis, on a, avec ces grands ringards, poussé la pièce dans cette pièce-là, et puis, on l'a laissé passer toute la nuit, et puis, le lendemain, eh bien, on a mis 4 ou 5 heures pour arriver à la fin. Et puis, non, 8 heures et 8 heures pour redescendre. C'est-à-dire que là, pour que la pièce n'éclate pas, il faut faire comme ça. Il y a beaucoup de grands vases, vous allez remarquer, où l'or est quand même grillé. C'est souvent que l'on voit des choses comme ça. Eh bien, je pense que la raison pour laquelle l'or est grillé sur les grands vases, c'est que Antoine Capelle et Armand l'aîné, Armand le cadet, qui commandaient tout le fonctionnement, ont dû, dans les dernières cuissons, y aller un peu doucement pour éviter que tout éclate. Mais il y a un personnage qui est très important. Et alors, Antoine Capelle, je vais vous dire qu'est-ce qu'on dit. Antoine Capelle, 34 ans, bien fait, le visage plein et grêlé de petites vérolles. Armand l'aîné, Armand le cadet, excusez-moi. Portant cheveux, le visage long, la joue gauche cicatrisée, balafrée, les lèvres toujours en mouvement, et Geneste. Alors, Geneste, 25 ans, très mince, la physionomie fort blanche et petite, la bouche en travers en parlant, grands yeux bleus, la voix enfantine. Eh bien, c'est cet enfant de 25 ans qui va commander entièrement le fonctionnement du four. Et lui, il se trouve certainement là, parce qu'il a dans la tête les 500 pièces qui vont passer dans la journée. Et ça va durer, une campagne qui va durer 3 jours. Autrement dit, on va passer 1500 pièces pour avoir à la fin 500 pièces qui sont bonnes dans la journée. Et comme les ors doivent être passés tout à fait en début de journée quand le four est froid, il a dans la tête les 40 peintres et les 10 doreurs, sans compter les poseurs de fond, à quelle température, quelle chose doit être passée. Et c'est un homme qui devait avoir une autorité absolument invraisemblable, cet enfant de la bouche, qui a la bouche en travers, qui devait avoir une autorité invraisemblable et une tête extraordinairement bien faite. Imaginez le travail de 40 peintres qui doivent cuire des objets 5 ou 6 fois, quelquefois 7. Alors, c'est ça que je voulais dire à propos de Geneste. C'est un homme qui a une clarté d'esprit invraisemblable. Alors, comment est-ce que c'est organisé ? On peut penser que les peintres
qui connaissent bien le système savent à quelle température leur travail doit être fait. Et comme ils font en même temps de la peinture, des premiers feux, des deuxièmes feux, des troisièmes feux, et qu'ensuite on passe ça au doreur, ils doivent mettre probablement des petits papiers au bout de la planche, avec peut-être une punaise, et il y a une armée de chefs d'aides d'atelier qui montent et qui descendent avec des planches, comme on faisait autrefois, même chez Haviland, je l'ai vu faire. Il y avait des aides d'atelier qui avaient des espèces de capis. Ils mettaient une planche avec plein d'assiettes dessus, ou des pièces, et ils tenaient des planches comme ça, ils montaient et descendaient les escaliers à toute vitesse dans les manufactures. Et donc le grand escalier de la manufacture, cet immense escalier, faisait que les aides d'atelier couraient en montant et en descente dans ces escaliers pour rapporter les pièces. Alors voilà le four de Gérin. Il a été payé, je crois, en mai 1948. Gérin, il n'est pas du tout comme les autres. Hein. Tout le monde demandait des salaires absolument énormes. Gérin qui a inventé et qui a mis au point la porcelaine de Vincennes, qui a inventé la faïence blanche du Port-au-Choux, qui a inventé ce four extraordinaire sans lequel ça n'aurait jamais marché. Moi, je ne savais pas du tout que des couleurs alcalines, il fallait les cuire vite. Hein. Donc, je me suis embêté sur le service de Giscard d'Estaing pendant 6 mois avant de comprendre ça. Lui, il l'a compris. Mais je pense qu'il devait avoir l'habitude avec Chantilly. Alors, à l'échauffement, l'extérieur est plus chaud que l'intérieur, si bien que l'extérieur se dilate, l'intérieur est contracté parce que c'est froid, et donc ça tire sur l'intérieur et on a une implosion. C'est-à-dire qu'on doit entendre dans le four les pièces qui se cassent. Il est possible qu'une pièce qui a implosé à l'échauffement reste entière après un refroidissement, un peu comme un puzzle qui est entier mais entièrement fragmenté. Au refroidissement, alors la pièce, elle est à 800 degrés. Elle est incandescente. Et donc, on va la refroidir très 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 doucement. Parce que sinon, l'intérieur va pousser sur l'extérieur. Et alors là, poum, on retrouve le four plein de pièces qui éclatent. Voilà un peu les problèmes. Alors on revient sur cet objet et quand on le regarde, il n'y a aucune des couleurs qui correspond à la palette. Regardez le bleu céleste, regardez le fond, le jaune, le pourpre, et puis cette terrasse pleine de couleurs, qu'est-ce qui a pris à Dodin de couvrir ça de tant de couleurs? Alors, pour s'en assurer, on peut comparer avec une palette dont on connaît parfaitement la nature et l'époque. C'est le bouquet de la Dauphine qui se trouve à Dresde et qui a été apporté à Dresde en 1749. Les sociétés de Vincennes avaient discuté comment est-ce qu'on va emporter ce bouquet à Vincennes. Il avait été proposé qu'on l'emmène dans une chaise à porteur. Voilà, et puis je crois que c'était 1 livre par porteur et par jour. Et puis après, on a décidé qu'en même non, on allait prendre les moyens ordinaires. Mais enfin, mesdames ont passé les Alpes en chaise à porteur lorsqu'elles ont quitté. Elles n'auraient pas aimé être dans la chaise à porteur. Alors, le pourpre, là, il est beaucoup plus beau qu'il est naturellement. Quand on voit cette pièce-là, je crois que les doutes sur que cette pièce est surdécorée s'évanouissent. Alors, le pourpre, voilà comment il devrait être. Le fond bleu céleste. Alors, le fond bleu céleste, pour 1755, 56, il n'est pas comme ça. Hein. Alors, 1755, Jean Helot écrit dans son livre que la couleur turquoise qui vient de Venise est trop irrégulière
et qu'il est obligé de faire lui-même un nouveau bleu céleste. Alors, à partir tous ceux qui connaissent bien Vincennes savent qu'à partir de 1755, le bleu céleste n'est plus le même. On le préfère avant, mais bon, il est comme ça. Alors, est-ce que c'est une de ces couleurs de ce moment-là, ou bien est-ce que le bleu céleste a été posé juste sur du biscuit, parce que là, il sort mieux? Ou bien est-ce qu'il y a une seule couche, mais une seule couche de bleu céleste, Jean Hello dit, il sort mat et craquelé. Donc, voilà. Le fond jaune, voilà le jaune. Regardez, il est vert. Vous avez aussi une draperie avec le fond violet, qui ressemble bien au fond violet qui est là, utilisé en peinture. Le fond bleu céleste, ici, avec cette très belle photo. Alors là, je voudrais juste m'arrêter 5 minutes sur ce bleu-là. Ça, c'est le bleu de Caya. Alors, Caya, on lui a fait très mauvaise réputation. Caya était un formidable préparateur de couleurs. C'est lui qui a fait toute la palette jusqu'en 1749. Il voyait que le frère Hippolyte gagnait de l'argent, que Tonnerre recevait de l'argent, que Gravant, lui alors était riche comme Crésus, venait de se payer une magnifique maison à Sèvres avec des terrains énormes, et que lui, on lui donnait à peine son salaire, et donc il a essayé de vendre ses couleurs à l'étranger. Il a été arrêté, mais comme il était très bon, on l'a repris. Puis en 1753, il revend des couleurs en Angleterre, donc on l'enferme. On l'envoie au Mont-Saint-Michel, et du Mont-Saint-Michel, on l'envoie à Pierre-Encise, où il meurt misérablement. Mais il a donné pratiquement toutes les couleurs de Petit Feu, qui étaient très importantes. Il est remplacé par Jean-Jacques Bailly. Alors ce Jean-Jacques Bailly est un chimiste extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et tous ceux qui voient les couleurs de Sèvres arriver avec des rouges de fer absolument mais magnifiques à partir des années 60, on est obligé de dire que cet homme était un chimiste hors pair. Alors voici bien donc ce bleu-gris de Caya, à ne pas confondre avec le beau bleu de Petit Feu, numéro 2 au numéro 3, de Jean Hello. Jean Hello est nommé en juillet 51, c'est quelqu'un qui connaît, qui connaît bien les couleurs des textiles, il n'a aucune préparation, ou l'encre sympathique, il n'a aucune préparation de chimiste et de céramiste et de la couleur, et 15 jours après, il donne une couleur comme ça. Ce qui laisse peut-être penser que cette nationalisation de 1751 était peut-être dans les tuyaux avant et qu'il avait été pressenti, parce que le secret a été très très bien gardé. La manière dont les nouveaux actionnaires, au moment de l'ouverture du capital, se sont conduits permettait de penser qu'il fallait faire attention à ces gens-là. Donc, à partir du moment où on voit cette couleur-là, c'est après 1751. Seulement, moi j'ai vu beaucoup de pièces où la marque, elle est encore avec ce bleu-là. Donc ce bleu-là continuait à exister, il n'est pas entièrement remplacé par ça. Alors, on retourne la pièce et on se dit, tiens, ça ressemble quand même à cette chose-là, un peu bariolée, et qu'est-ce que c'est ça? Et ce qui fait penser à un objet 19e, ça c'est une faïence de l'atelier à Villain-Auteuil de 1880. Donc, on a des couleurs mélangées dans tous les sens. Or, mélanger les couleurs était une chose qui avait été très dénoncée plusieurs fois. Et Jean Hello se défend dans une lettre qu'il écrit à Machaut d'Arnouville le 30 novembre 1752. Il dit « Lorsque les bons peintres de Vincennes auront des originaux forts de peinture tels que seraient ceux de M. Oudry à copier, quand ils sauront parfaitement employer les couleurs d'émail sans faire trop de mélange sur leur palette,
quand on cuira ces couleurs comme en Saxe, vous aurez, monseigneur, ce que vous souhaitez. Alors bon, je ne sais pas pourquoi il dit quand on cuirait ces couleurs comme en Saxe. Il discutait à quel genre de bois il fallait utiliser, qu'en Saxe on n'utilisait pas le même bois pour cuire les décors que ça. Mais il y a aussi une phrase qui est très importante au-dessus. Il dit « Il n'y a que les rouges vermillons de l'ancien Saxe qui soient un peu plus beaux. Encore que l'on a l'intention de les placer à côté des couleurs obscures qui les font sortir. » Alors là, Jean Hello ment absolument. Les rouges de fer et les oranges de fer, on ne va pas y arriver avant Bailly dans les années 60. Et il y a quelques pièces qui sont passées sur le marché avec des oranges de fer, mais c'est très probablement lors de la visite de Ringler en 1751, qui essayait de vendre des couleurs à Vincennes et qui a été conduit parce qu'il est arrivé à un très mauvais moment. La manufacture était en train d'être nationalisée. Il n'était pas question d'écouter un arcaniste itinérant qui arrivait avec des propositions probablement assez exorbitantes. Vous remarquez que l'urne est en faux marbre. Alors comment ça se fait que cette pièce n'a pas éclaté dans le four? Parce qu'elle est passée quand même 5-6 fois. L'or est magnifique. Eh bien tout simplement parce qu'elle est couverte d'un émail stannifère. Et c'est ça qui donne à cette sculpture cet aspect de faïence 18e, qui fait penser à un objet comme ça un peu faux. Alors pourquoi est-ce que l'émail stannifère a été utilisé? Eh bien parce que l'émail stannifère, il ne dévitrifie jamais. Il ne dévitrifie jamais parce que l'oxyde d'étain est un oxyde qui est extrêmement réfractaire et qui rend l'émail plus réfractaire, qui fait qu'il ne coule pas, et que donc, lorsqu'il y a un germe de dévitrification, la dévitrification ne progresse pas. Alors, c'est en retournant la pièce que l'on voit ça. Alors, des objets stannifères, à Vincennes, on en connaît. Par exemple, ce pot à eau représentant Louis XV en campagne, de la collection du marquis de Grelier, est un émail stannifère. Alors, c'est très intéressant cet objet parce que j'ai demandé à madame, la conservatrice du musée de l'armée, d'analyser les uniformes. Et alors, elle a reconnu un garde suisse en rouge, un garde français en bleu, en vert, corps de cavalerie légère créé par Maurice de Saxe en 1943. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est Louis XV qui est en campagne? Parce qu'il y a ce personnage à droite en jaune qui tient une persidoine, et seul le souverain en campagne était accompagné d'un garde de la Manche. Et c'est comme ça qu'elle a pu identifier que c'était bien Louis XV en campagne. Alors, des objets... des formules des mots stannifères, il y en a plein, les registres de Jean Hello, surtout dans les carnets. Au moment où Jean Hello est arrivé, il a demandé à tous les chimistes et tous ceux qui avaient un secret de donner leur carnet. Et dans les carnets de Gravant, il y a beaucoup de formules d'émail stannifère. Gravant vient de Chantilly, naturellement, et comme vous savez, la première période de Chantilly est stannifère, qui va être bien utile en deuxième période, lorsqu'on va vouloir faire du petit feu, pour éviter qu'on ait un émail qui dévitrifie, parce qu'eux ne devaient pas avoir le four à passage. Alors, au Louvre, on a cette dormeuse qui est également en stannifère, difficile à dater, 44, voilà, 45. La collection Belvédère a aussi quelques objets stannifères. Celui-ci, ils disent que l'objet a été redécoré, peut-être que oui, peut-être que non. Ils le disent parce que dessous, c'est constellé de points noirs. Alors ces points noirs, c'est très très souvent le signe d'une redécoration parce que la pâte tendre est légèrement poreuse. Et donc, elle absorbe les produits organiques et quand on recuit,
après avoir utilisé et que les pièces aient absorbé des produits organiques et graisseux, la porosité ou la rugosité de la porcelaine est un accélérateur de dissociation de l'oxyde de carbone, si bien que ça produit ces taches noires qui sont du carbone pur, un peu comme du charbon. Alors, c'est comme ça que très souvent, on a l'œil assez alarmé quand on voit ces choses noires, mais enfin, tout le monde connaît cette tasse, cette soucoupe en bleu lapis du Metropolitan qui est couverte de points noirs et qui est absolument authentique, il n'y a aucun doute là-dessus. Voici un chasseur de lapins, toujours en stanifère. Il y a ces deux groupes très importants qui sont partis maintenant aux États-Unis, qui étaient présentés à la TEFAF, qui sont également stanifères. Alors, ces groupes, c'est très très important parce que je crois que ça fait partie des groupes qui sont en partie moulés, mais en partie sculptés à la main. Hein. Alors, sculpter à la main de la porcelaine dure, je voudrais vous y voir. On pouvait le faire avec la porcelaine tendre. Encore une fois, cette porcelaine tendre était extrêmement facile à manipuler. Nous l'avons vu quand on a refait de la porcelaine tendre d'une manière différente à Sèvres, rien que la manière dont on pouvait faire les fleurs. Et puis on a très très peu de rebut. Quand on calcule, parce que le rebut de biscuit était repris par gravant au poids, et donc on sait le poids de ce qui était passé en four et combien il reprenait. Et donc on a pu calculer, ça fait 5%, même pas, parce que s'il y a tous les supports en plus, alors il devait y avoir 2 ou 3% de rebut. Nous on a 20%, quelquefois 30% de rebut avec la porcelaine tendre. Alors, quels sont les objets qui sont comparables avec notre naïade? Eh bien, il y a bien sûr les Chinois supportant une corbeille. Du musée de Sèvres, qui nous avons reçu en dation, c'était Maurice Ecardi qui avait obtenu cette... C'était peut-être avant vous, c'était du temps de Forest, peut-être? Ah, vous étiez là. On ne s'est pas étonné qu'elle était dévitrifiée à l'époque, non. Bon, on n'en a pas parlé. Bon, elle était dévitrifiée, donc il n'était pas question de décorer cet objet-là. Il était déjà dévitrifié. Il faut dire que les courbes de cuisson de l'émail à Vincennes sont absolument ahurissantes. Hein. On maintient le palier de fin de cuisson pendant 3 jours. Alors pour faire dévitrifier l'émail, ça c'est vraiment formidable. Avec la porcelaine dure, alors si on fait des paliers de fin de cuisson, l'émail est piqué, il est affreux. Il faut monter à 1400, redescendre tout de suite. Mais comme le four était très hétérogène, et que c'était un four carré, avec la bouche à feu d'un côté, la cheminée de l'autre, et bien du côté de la cheminée, il faisait froid. Donc, eh bien, pour le biscuit, on mettait les biscuits tout à fait à la fin. Du côté, souvent, on a des biscuits qui sont un peu jaunes. S'ils avaient été bien cuits, ça aurait été bien blanc. Mais quelquefois, on a des biscuits qui sont bien jaunes. Et pour l'émail, eh bien, c'est le même problème. Alors, il y a aussi le chinois à la corbeille des collections de la reine d'Angleterre avec cette monture. Hein, je ne vais pas faire de commentaires sur la monture. Alors, on va enlever la monture. Alors là, c'est déjà beaucoup mieux. Vous remarquez, c'est doré. Alors, c'est doré, ça veut dire que l'or a été bruni. Et si l'or a été bruni, c'est que la pièce, elle était suffisamment solide pour qu'on la brunisse. Parce que les brunissoirs, il faut quand même appuyer dessus. Alors, cette pièce se trouve dans les collections de la reine d'Angleterre et le restaurateur, le conservateur, le chef de la restauration, David Wheeler, m'a envoyé une photo de l'objet en cours de restauration. Et ça n'est qu'un tiers. Ils ont tout recollé. C'est absolument insensé. C'est absolument insensé. Et alors, vous voyez, il y a des petits bouts dans le truc. Alors, il m'en a envoyé quelques petits bouts. J'ai fait analyser l'émail par l'université à Limoges. C'est triste de ne plus être au laboratoire, j'aurais pu faire ça moi-même, non. Et donc, l'émail, ils n'ont pas trouvé d'étain dedans,
Par contre, ils ont trouvé des compositions, des mots différents. Ça veut dire qu'on est allé bourrer dessous avec des pièces de Saint-Cloud cassées, de Mency, etc. Alors, voici, alors il y a donc ce chien, là, qui était une pièce que je me trouve absolument admirable. On a fait remarquer, moi je voudrais la dater de la même période, parce que en 1756, c'est ce moment où on fait ces choses folles, ces grands plats, qu'on fait cette naïade, qu'on fait ces chiens pour ce genre. Et en 1700, plus tard, je vois mal, en 1766, Bertin voulant faire ceci. Parce que Cyril Froissart a trouvé un chien décoré par Dodin en 1766. Alors en 1766, ça fait depuis 1764 qu'on fait de la porcelaine dure à Sèvres, avec du kaolin de Passau. Et moi je me demande si cet objet-là n'est pas de 1756, 54, 56, et que le chien que Cyril Froissart a trouvé serait en porcelaine dure, où on pourrait enfin faire des objets qui ne vitrifient pas. L'objet est assez fragmenté à l'intérieur. L'argument est que la marqueterie est plus tardive que cette période-là, et moi je voudrais simplement suggérer que cet objet a été cassé, il a été donné, et puis plus tard il a été repris, et plus tard on l'a monté sur cette très belle marqueterie en mettant ici, je trouve ça, c'est quand même fait assez 19e, là, avec écrit Mimi ou la fidélité. Et c'est bien Mimi à la fidélité parce qu'on a cette boîte qui appartenait à Madame de Pompadour représentant son chien. Alors donc on ne peut pas discuter que ce ne soit pas un des la fidélité. Alors là, Dragesco est absolument opposé à ce que je dise que ce soit Vincennes et connaît beaucoup mieux Chantilly que moi, donc je ne vais pas faire Moi, quand j'ai vu ça et qu'on avait fait de l'émail sténifère, je me dis pourquoi pas cette pièce ne serait-elle pas Vincennes, mais Dragesco connaît mieux Chantilly que moi, s'y oppose, et il a probablement... Ceci dit, il y a quand même cet orifice devant, là. Hein. Est-ce qu'on voulait faire monter une monture au travers, comme on a fait comme sur la naïade? Alors, quand la porcelaine dure arrive, eh bien, on a envie de refaire ces choses-là. Et donc, ici, on a ce pas de 5 qui est aux deux ailes entrecroisées, monté d'une colonne fermée avec la lettre date U pour 1773. Et là, on voit tout le plaisir que l'on a eu à faire des sculptures polychromes à la Meissen, avec ce personnage-là également à la Meissen.